les archanthropiens, etc. Donc la question des débuts de l'humanité est devenue de plus en plus compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout savoir à quelle date, même approximative, a débuté l'humanité. Et à cette question de date se pose une autre question, c'est à partir de quand peut-on parler d'humanité? Il y a une série d'espèces, vous voyez, les synanthropes, etc., une série d'espèces qui se développent les unes après les autres, qui vraisemblablement vont cohabiter pendant un certain temps. Et à partir de quel moment peut-on parler d'humanité? Et qu'est-ce qui distingue vraiment l'homme des autres animaux? Alors, ça, c'est une question éminemment philosophique et qui a toutes sortes de réponses différentes. Il y a un certain nombre de symptômes très, très importants d'activité. Alors, il y en a deux essentiels. Premièrement, l'apparition du langage articulé, mais là, c'est extrêmement difficile de savoir comment ça a commencé, et de trouver une définition précise de la façon dont ce langage articulé humain diffère des langages animaux qui ne sont pas articulés de la même façon, bien sûr. Et puis, il y a évidemment la conquête du feu, le moment où un certain nombre d'individus ont réussi à domestiquer le feu, ce qui les a évidemment, ce qui a fait que ça les a distingués considérablement des autres espèces animales qui, elles, ont toujours eu peur du feu, n'ont jamais réussi à entretenir un rapport de complicité avec le feu. Alors, à quel moment de la préhistoire les hommes ont-ils commencé à domestiquer le feu? Alors ça, on ne le sait pas, parce que ça dépend des recherches archéologiques. J'ai vécu pendant des années à Nice, dans une maison située chemin de Terra Amata, à côté du port de Nice. Et la maison que j'habitais était juste à côté d'un immeuble sous lequel il y a un site archéologique très important. Ce site archéologique a été fouillé aussi vite que possible parce que les nécessités de l'immobilier, les puissances immobilières voulaient absolument construire un immeuble sur ce site. Et comme les gens, disons les commanditaires, étaient très liés à des puissances politiques de la région niçoise, donc il était tout à fait impossible d'attendre trop longtemps que les savants, qui sont des gens très lents, qui sont jamais contents, etc., aient fini leur travail. Donc, il y a eu 1 an pour fouiller ce site qui s'appelle le site de Terra Amata. Et ce site donc, a été fouillé très rapidement et on n'a même pas pu le conserver. On a fait un moulage, on l'a fouillé, puis on a fait un moulage du site pour pouvoir faire un musée. Et si j'évoque ce site, dans lequel il n'y a pas de restes humains, mais que l'on date des archanthropiens, donc d'une espèce nettement antérieure à l'Homo sapiens que nous sommes en principe, c'est parce qu'on a découvert à cet endroit un des plus anciens foyers aménagés. Et il y en a 2 autres qui sont à peu près de la même époque. Donc là, on a un moment où les hommes commencent à faire du feu. Mais peut-être que dans les années qui viennent, nous allons découvrir d'autres sites qui nous montreront
le feu a été découvert quelques milliers d'années plus tôt que ce que nous pensions. Donc, les débuts de l'humanité, c'est une notion qui est encore extrêmement floue, extrêmement incertaine. Nous avons des notions de plus en plus précises sur l'évolution de l'humanité dans certaines régions, avec l'évolution de l'outillage, par exemple, l'évolution des installations, etc. Nous commençons à connaître un peu plus de choses sur nos ancêtres, et surtout, évidemment, à partir du moment où ils ont commencé à faire de la peinture et où ils ont fait où ils ont magnifiquement décoré des grottes comme Lascaux, la grotte Chauvet ou d'autres encore. Alors, ça, c'est la question de l'origine de l'humanité, le début de l'humanité. Donc, et comment définissons-nous cela? À partir de quel moment, disons-nous, il y a de l'humanité? Et est-ce que l'on peut dire qu'il y a une coupure absolue entre l'humanité et ce qu'il y avait avant? Ou bien est-ce qu'il y a toutes sortes d'intermédiaires? S'il y a toutes sortes d'intermédiaires, c'est intéressant parce que ça nous permet disons, de nous sentir moins seuls à l'intérieur de la nature. Ça nous permet de voir qu'il peut y avoir chez les animaux des esquisses de langage et qu'on pourrait peut-être, à un moment donné, réaliser ce rêve très fort de l'humanité d'être capable de parler avec les animaux. Nous sommes déjà un peu capables de parler avec les animaux, parce que dresser des animaux, c'est apprendre aux animaux à répondre à un certain nombre de signes que nous leur faisons. Ça peut être des signes vocaux, ou bien ça peut être des gestes, et donc la domestication et le dressage des animaux, c'est une façon d'amener les animaux à répondre à notre langage. Et lorsqu'on vit ainsi avec des animaux, on devient capable de répondre soi-même aux signes que les animaux émettent vers nous. Alors, et là encore, c'est une question qui est très très controversée, alors que nous savons très bien depuis très très longtemps qu'il y a le moyen de domestiquer les animaux, l'étude de la façon dont le sens passe dans une conversation entre un animal et un homme est quelque chose qui a été extrêmement peu étudié et qui reste très, très obscur, et donc nous pouvons compter sur de grands progrès dans ce domaine. Prenons un exemple tout bête. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment la compagnie des chiens. Et les chiens répondent à certains mots. Et on peut habituer des chiens à répondre à un certain nombre de mots. Alors, il y a des gens qui s'imaginent que les chiens ne répondent qu'à leur nom. Et que pour le reste, le langage humain est pour eux une espèce de musique d'ailleurs qu'ils apprécient beaucoup, et ils sentent très bien la différence qu'il y a entre les intonations. Ils sentent la différence qu'il y a entre les paroles gentilles et les paroles méchantes. Mais est-ce qu'un chien est capable de répondre à un assez grand nombre de mots? Eh bien, on dit en général que les chiens, ça c'est la thèse habituelle maintenant, les chiens sont capables de répondre à une vingtaine de mots. Et si on change, alors ils ont un vocabulaire d'une vingtaine de mots, mais si à partir d'un certain moment, il y a un mot qui n'est plus employé, on peut le remplacer par un autre. Oui, on va leur dire assis, couché, etc. Des mots comme ça, ils vont répondre
ces mots. Mais il y a des chiens, on a découvert qu'il y avait des chiens qui étaient capables de mémoriser beaucoup plus de mots que cela. On les dresse, par exemple, à dénicher des objets. On cache des objets et chaque objet est désigné par un mot. On leur dit casserole ou bien chapeau. Et ces objets sont dispersés, ils peuvent être cachés même. On demande aux chiens d'aller chercher le chapeau. Et certains chiens sont capables d'aller chercher le chapeau, et comme des chiens sont capables d'aller chercher des gens qui sont ensevelis sous la neige, etc., etc. Et là, on n'a même pas besoin de leur parler pour ça. Mais donc, dans ces objets, là, ces recherches d'objets, donc on a découvert que certains chiens étaient capables de mémoriser près de 150 mots. Oui, ce qui montre bien à quel point nous sommes ignorants, même dans une relation aussi simple, aussi ancienne, aussi habituelle que celle de la relation entre l'homme et le chien. Alors, donc, la question qui se pose vraiment, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a le début de l'humanité? Et est-ce que ce début est brusque ou est-ce que ce début est progressif? Alors, on peut dire, selon l'idéologie à laquelle on participe, on va décider plutôt pour une coupure complète entre les animaux et les hommes. Ou bien si... Alors, oui, ce sont, par exemple, dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, on décide qu'il y a une différence complète entre les hommes et les animaux, parce que l'homme a une âme éternelle et les animaux n'ont pas d'âme. À partir de quel moment est-ce qu'on commence à avoir une âme éternelle? Bon, il y en a d'autres qui disent l'âme éternelle, c'est pas du tout certain. Et par conséquent, ça change le regard que nous pouvons avoir sur les débuts de l'humanité. Et peu à peu, les hommes ont évolué, se sont mis à développer des civilisations, et peu à peu, on a eu ce concept de l'ensemble de l'espèce humaine. On s'est dit, ben voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur la Terre, qui appartiennent à différents peuples. Est-ce qu'on est capable de dire des choses sur l'ensemble de l'humanité? Et évidemment, là, nous nous trouvons confrontés à tout le problème de l'histoire de la découverte des autres hommes. Parce que, au temps préhistorique, les hommes étaient assez peu fixés. C'était des nomades, vraisemblablement, des nomades quand même fixés à l'intérieur d'une certaine zone, mais qui ont changé de région au cours des siècles ou au cours des millénaires. Et pendant la période historique, nous avons assisté à la découverte de nouvelles humanités. Et ça n'a pas été si facile d'ailleurs, parce qu'il y a eu tendance de considérer que ces gens qu'on ne connaissait pas auparavant n'étaient pas vraiment des hommes, ne faisaient pas vraiment partie de l'humanité. C'est ce qui s'est passé au moment de la découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique a été une surprise complète, parce que dans l'Antiquité, personne n'avait parlé de cela, et surtout dans la Bible, et cette Bible que l'on peut considérer comme une révélation divine, il n'y avait absolument rien qui suggéra même qu'il y eut ainsi un nouveau monde de l'autre côté de l'océan. On considérait que le monde était divisé en trois parties, il y avait les trois parties du monde, ces trois parties qui étaient autour de la Méditerranée. Ça, c'est la vision de notre Antiquité classique et de notre Moyen-Âge. Autour de la Méditerranée, il y a trois parties du monde qui sont l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et ça, cette répartition, c'était quelque chose à quoi on était habitué.
on a mis très longtemps à s'apercevoir que l'Asie était beaucoup plus grande que ce qu'on croyait, que l'Afrique était beaucoup plus grande que ce qu'on croyait. Et lorsqu'on a découvert l'Amérique, c'était une telle surprise que, au début, on n'a même pas compris qu'on avait découvert un nouveau monde. Christophe Colomb, qui a été vraiment le découvreur de ce nouveau monde, peut-être qu'il y a quelques pêcheurs basques, et puis il y a certainement quelques Islandais qui sont allés dans ce nouveau monde auparavant, mais ça n'a eu aucune espèce de répercussion sur la façon de voir l'ensemble de la Terre. Donc Christophe Colomb n'a jamais compris qu'il n'était pas arrivé en Asie. Il voulait arriver en Asie, il a cru qu'il était arrivé en Asie, dans des nouvelles parties de l'Asie, il n'a jamais compris qu'il avait découvert un nouveau monde. Et ça, c'est quand même une des plus belles histoires qui soit, hein, parce que découvrir l'Amérique sans s'en apercevoir, c'est magnifique. Donc ce sont ses successeurs qui, peu à peu, se sont rendus compte qu'il y avait un autre océan de l'autre côté de l'Amérique, qu'on a appelé l'océan Pacifique, et que c'était une quatrième partie du monde. Mais cette quatrième partie du monde, c'était très difficile de la loger à l'intérieur de ce que l'on pensait auparavant. Et dans cette partie du monde, il y avait des animaux, des plantes, etc. Et il y avait aussi des gens, des hommes que l'on appelait des Indiens, parce que l'on croyait que, au début, on croyait qu'on était arrivé jusqu'à la Chine et peut-être jusqu'à l'Inde. Donc, c'est pour ça que les habitants de l'Amérique, on les appelle les Indiens. Eh bien, d'abord, on a trouvé que oui, ça devait être des hommes. Mais à partir du moment où la colonisation s'est développée, la question s'est posée de savoir si les Indiens étaient vraiment des hommes. Et donc, si les Indiens avaient une âme. Les Européens avaient une âme éternelle, mais les Indiens, ça, on n'en était pas sûr du tout. Et c'était intéressant parce que s'ils n'avaient pas d'âme, on pouvait les considérer comme des animaux. Et donc, on pouvait les utiliser comme des animaux. Mais certains Indiens avaient des civilisations magnifiques, très troublantes, et ils ne se laissaient pas faire si facilement. Ils se sont laissés faire par les maladies que nous avons apportées d'Europe. Et d'ailleurs, il y avait des maladies américaines qui sont revenues en Europe et qui ont fait des quantités de ravages. Par exemple, la rougeole a détruit les Indiens et les Indiens, en réponse, nous ont apporté la syphilis. L'histoire de la médecine est tout à fait passionnante pour comprendre ce que c'est que l'humanité. Alors, donc, il y a eu des discussions très sérieuses dans des conciles pour savoir si les Indiens avaient une âme et par conséquent s'ils faisaient partie de l'humanité. Et peu à peu, on s'est dit, non, quand même c'est des hommes un peu spéciaux, mais ça doit être des hommes quand même. Et donc, il faut les évangéliser. Il faut envoyer des missionnaires, il faut les baptiser, etc. Il faut les délivrer de leurs erreurs abominables qui se sont développées dans ce pays dont la Bible n'avait jamais parlé. Alors, bon, on a admis peu à peu que c'était des hommes, mais on a toujours été troublé parce que, ou bien c'était une espèce de paradis terrestre qui s'était développé en dehors de la corruption de l'Occident méditerranéen, ou bien alors c'était le pays du diable. Et les civilisations précolombiennes ont été considérées comme des civilisations diaboliques, évidemment à cause de l'importance des sacrifices humains. Et les missionnaires qui sont arrivés, qui ont vu que les Aztèques, les Incas, etc., pratiquaient les sacrifices humains, ont été absolument horrifiés, et parce que
ça leur a rappelé qu'à l'intérieur même de leur propre religion, la notion de sacrifice humain était absolument essentielle. Ces prêtres célébraient la messe tous les jours. Et en célébrant la messe, ils pratiquaient l'Eucharistie. C'est-à-dire, ils mangeaient du pain, mais ce pain, en principe, c'était le corps même du Christ. Alors, là, il y a eu des quantités de discussions entre les protestants et les catholiques pour dire est-ce que c'est vrai que le pain de l'Eucharistie, c'est le corps même du Christ, ou bien c'est simplement le symbole du corps du Christ. Mais non, 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 non. L'orthodoxie, c'est que c'est le corps du Christ. Et puis, le vin devient le sang du Christ. Et alors, on s'aperçoit avec terreur qu'à l'intérieur même du christianisme, eh bien, il y a de l'anthropophagie, et que l'on se met à boire du sang. Et il y a, vous voyez, les religions amérindiennes proposaient au christianisme un miroir diabolique. Et donc, on s'est demandé, est-ce que vraiment ce sont des hommes? Et peu à peu, oui, c'était des hommes. Mais on a commencé par essayer de les exterminer parce que c'était le plus simple. Et pour travailler ces terres, comme c'était trop compliqué de faire travailler les Indiens, eh bien, on a décidé d'aller chercher des Noirs en Afrique et on a fait tout un trafic pour amener des Noirs en Afrique. Les Noirs, là, on savait qu'ils avaient des âmes, mais tant pis, on en a fait des esclaves quand même, parce que c'était plus simple, mais avec évidemment des difficultés. Les Noirs sont des hommes, mais pas tout à fait. Enfin, ce sont des descendants d'un des trois fils de Noé qui a été pas très gentil, qui s'est moqué de son père. Cam, vous savez, les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, alors, qui sont les ancêtres des trois races des trois parties du monde ancien. Japhet pour l'Europe, Sem, les peuples sémitiques, l'Asie, et puis Cam, l'Afrique. Et donc, comme Cam s'était moqué de son père, parce que son père, qui avait inventé la vigne, en avait un peu abusé, alors il a été maudit par son père, maudit par Dieu, et il a eu la peau noire. Ses descendants ont eu la peau noire à cause de cela. Et donc, c'était une raison pour excuser un peu l'esclavage des Noirs. Donc, nous avons, quand l'humanité commence-t-elle, qu'est-ce qui appartient vraiment à l'humanité? Maintenant, il y a un consensus, si vous voulez, et puis, une troisième question qui se pose, c'est, et l'humanité, cela va durer jusqu'à quand? Est-ce que l'humanité, c'est le dernier état de la nature? Donc, on a une évolution de la nature, bon, c'est le sixième jour de la création, Dieu crée l'homme, et puis après ça, le septième jour, vous savez, Dieu se repose. Alors, est-ce que l'humanité, c'est la fin de l'évolution de la terre, de la nature, etc. Et est-ce que l'humanité va durer donc encore pendant longtemps? Deux questions connexes. Quelle va être la durée de l'humanité? Et est-ce que quelque chose d'autre va succéder à l'humanité? Ça, que quelque chose d'autre succède à l'humanité, c'est le thème nietzschéen du surhomme. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait une évolution telle que dans quelques siècles, les gens soient devenus si différents que, eh bien, ça soit une coupure ou une charnière aussi importante que la découverte du feu au début
de la préhistoire. Et ça, ces projections que l'on peut faire, évidemment, elles sont extrêmement variées. Dans la tradition chrétienne, l'humanité ne doit pas durer indéfiniment. Il y a un moment essentiel, il y a un thème essentiel qu'on appelle les fins dernières. Il y a un moment où l'histoire du monde s'arrête. Il y a un moment où l'histoire du monde a commencé et un moment où l'histoire du monde s'arrête. C'est la fin du monde, et la fin du monde dans laquelle il y a ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire un moment essentiel où l'on sait enfin qui a été bon et qui a été mauvais. Et lors de ce jugement dernier, il y a la résurrection des morts, c'est-à-dire toute l'humanité va se retrouver dans une espèce de gigantesque amphithéâtre, si vous voulez. Et alors, tout le monde, à ce moment-là, sera jugé. Et les gens seront définitivement assignés à l'enfer pour les méchants et au paradis pour les bons. Et au bout d'un certain nombre de siècles, l'Église a décidé que c'était mieux d'inventer une fin intermédiaire qu'on appelle le purgatoire et qui dure jusqu'au jugement dernier et à l'intérieur duquel les gens peuvent s'améliorer. C'est-à-dire les gens qui ont fait beaucoup de bêtises pendant leur vie peuvent quand même, grâce à une série d'épreuves, arriver au moment du jugement dernier de telle sorte qu'ils puissent être sauvés, c'est-à-dire qu'ils puissent aller au paradis. La question, évidemment, était de savoir quand pouvait arriver cette fin du monde. Est-ce que cette fin du monde était proche ou non? C'est important pour l'activité économique générale. Est-ce que ça vaut la peine d'investir si le monde se termine l'année prochaine? Et il y a eu un moment dans l'histoire de l'Occident où ce problème s'est posé véritablement. Vous le savez, c'est aux environs de l'an 1000. On s'est dit, on approche d'une date très ronde, très forte. Peut-être que le monde va finir dans l'an 1000. Évidemment, il y avait des discussions pour savoir à quel moment était exactement l'an 1000, parce qu'il y avait des discussions sur le calendrier. Mais enfin, quand même, en gros, il y a eu une grande peur de l'arrivée de l'an 1000, et puis ensuite, l'an 1000 est arrivé. Et puis, on a traversé l'an 1000, et l'humanité a continué. Et, cette question de la fin, disons, de la date de la fin du monde, et donc de l'humanité, alors ça a continué à traverser les siècles. On a eu l'impression, à un certain moment, que les choses s'ouvraient de plus en plus, et que la fin du monde pouvait être reculée indéfiniment. Au XXe siècle, on a recommencé à spéculer sur la possibilité de la fin du monde, à partir du moment où il y a eu la bombe atomique. On s'est dit, mais on commence à faire des bêtises, on risque de faire tout casser, et à partir de ce moment-là, on risque de ne plus avoir d'humanité. On risque d'abîmer tellement notre planète qu'on ne pourra plus y vivre. Et est-ce qu'on sera capable d'aller se promener dans d'autres planètes, donc d'avoir d'autres aventures de l'humanité, d'autres lieux de l'humanité? Et là, vous savez qu'on ne sait pas encore du tout. Ce n'est pas du tout impossible. Donc on découvre maintenant, à cause de techniques très très sophistiquées, on découvre des quantités de planètes autour d'autres soleils que le nôtre. Peu à peu, ces planètes, on découvre des planètes qui semblent de plus en plus habitables pour une humanité de
du genre de la nôtre, bon, et nous verrons bien si nous réussissons un jour à découvrir d'autres demeures pour l'humanité, et si nous réussissons à découvrir des gens que nous trouverons et qui ressembleront plus ou moins à des hommes. A priori, il n'y a pas de raison que dans des lointaines planètes, il y ait des hommes qui nous ressemblent. Mais il peut y avoir des gens avec qui nous pouvons parler. Mais alors, vous voyez, on arrivera à une notion de l'humanité. Si l'humanité, c'est l'ensemble des gens avec qui on peut parler, et si on trouve des extraterrestres très intéressants, eh bien, la notion d'humanité va changer complètement. Alors, évidemment, on arrive à ce dont je parlais au début, c'est l'humanité comme qualité. Quand ça a commencé, l'humanité, quelles sont ses dimensions et jusqu'à quand cela peut-il durer? D'après les théories actuelles, la Terre ne durera pas éternellement, le Soleil non plus. L'univers, on ne sait pas du tout maintenant. Il y a toutes sortes de théories très variées, à cet égard très très passionnantes d'ailleurs, mais en tous les cas, bon, la Terre, on pense qu'il y a un moment où ça ne marchera plus. Mais peut-être que nous serons depuis longtemps dans d'autres régions de l'univers, plus jeunes, et qu'il y aura encore beaucoup de temps devant nous, et que tout ça, ça pourra se relayer indéfiniment. Ça, nous n'en savons vraiment absolument rien. Et nous ne savons pas du tout, donc nous connaissons à peine à entr'ouvrir le voile qui couvre la sphère céleste, qui couvre le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Nous savons très peu de choses sur tout cela, et les progrès qui ont été faits dans ces dernières années sont absolument considérables. On découvre des choses tout à fait surprenantes qui sont aussi surprenantes que l'existence de l'Amérique à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Vous savez, il y a pour cette question de voyage interplanétaire, il y a un grand savant qui a cru, qui s'appelle Enrico Fermi, qui a cru résoudre la question en disant il est évident que le voyage interplanétaire est impossible, parce que si le voyage interplanétaire était possible, comme il doit y avoir des quantités d'autres civilisations, eh bien, et que certaines de ces civilisations sont véritablement dans l'humanité vertu, hein, que nous sommes dans les premiers balbutiements de quelque chose, et que nous pouvons espérer que l'humanité arrive enfin. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de globalisation, et alors on parle de globalisation de l'économie, on a souvent des idées tout à fait simplistes sur cette globalisation, parce qu'on s'imagine que les objets maintenant et les monnaies se promènent partout, ce qui est tout à fait faux, bien sûr, parce qu'il y a des régions où ça se promène beaucoup, mystérieusement, il y a des régions où ça se promène beaucoup plus que dans d'autres. Donc, la globalisation, ce n'est pas la globalisation pour tout le monde. Donc, la globalisation, ça n'est pas du tout encore une globalisation globale. Donc, ça n'est en tous les cas pas du tout encore une globalisation du discours de l'humanité. Donc, et à l'intérieur de cette globalisation, nous voyons qu'il y a encore des guerres meurtrières, et probablement celles qui existent encore aujourd'hui ne sont pas les dernières. Donc l'histoire, à cet égard, l'histoire militaire n'est malheureusement pas encore finie. Et certains peuvent penser que l'humanité, au sens de vertu, arrivera vraiment lorsque, comme disait Rimbaud, nous aurons donné son congé aux guerriers.
alors là, nous serons véritablement dans l'humanité et nous pourrons accueillir à l'intérieur de cette humanité, accueillir les animaux et les extraterrestres. À partir de ce moment-là, nous aurons une vie beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus intéressante. Voilà ce que les petites remarques préliminaires que je pouvais faire à notre conversation. Mais comme je suis affreusement bavard, bon, il n'y a plus tellement de temps pour que vous posiez des questions, mais quand même, posez quelques questions. Que quelques personnes posent quelques questions pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux organisateurs. Alors, qui veut me poser une question? Juste pour vous faire plaisir. Oui. Vous avez parlé des animaux et vous avez parlé de l'espace. Il y a une découverte qui a été faite par des linguistes, notamment sur les animaux qui seraient capables de comprendre des concepts. Pardon? Qui seraient capables de comprendre des concepts. Par Oui. exemple, on leur demande d'aller chercher non pas un objet précis, mais un jouet, un outil, etc. Donc ça c'est... Et l'autre découverte, ce serait un fossile de plantes, je crois de fleurs, qui a été découvert sur la Lune très récemment par cette fameuse sonde. Un fossile qui a été découvert où ça? Sur la Lune. Sur la Lune? Oh, ça c'est formidable. C'est formidable. Donc, là, Ça, je ne savais pas. Je ne savais donc, pas. Mais ça, il y a la notion de langage. ça c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai écrit... Et il y a la notion il y a le langage, mais je crois aussi qu'il y a la notion de ressemblance. Et ce qui est humain, c'est ceux avec qui on peut parler, mais c'est aussi celui qui nous semble proche, notre semblable. Et donc ça, c'est une question qui effectivement, et le seuil se déplace continuellement de la ressemblance. Bien sûr. Et plus, bien sûr. Alors, et le langage et la littérature, je pense que... Je vais essayer de répondre aux trois questions. Je vais essayer de répondre brièvement. Alors, la question du semblable, oui. Alors, l'humanité, ce sont nos semblables. La question, c'est de savoir à partir de quel moment on est semblable. Et il y a eu tout le temps dans l'histoire des moments où on a dit c'est les gens qui sont de l'autre côté de l'eau ne nous sont pas semblables. Ce sont des gens qui mangent des grenouilles, des gens qui ont des mœurs épouvantables, donc, et ils ne nous sont pas semblables. Et on redevient semblable à partir du moment où on fait la paix. Donc, est-ce que il y a à certaines époques, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, les Blancs ne considéraient pas que les Noirs étaient leurs semblables. Bon, et alors, cette notion de semblable, elle est beaucoup plus souple que ce qu'on pourrait imaginer, et il y a des moments où elle se durcit terriblement. Donc, il faut être capable d'aimer non seulement ses semblables, mais aussi ses dissemblables. Alors, en ce qui concerne la découverte d'un fossile végétal sur la Lune, ça c'est absolument magnifique. J'espère qu'on en découvrira beaucoup d'autres et qu'on va faire... on va imaginer des forêts lunaires. Il se trouve que j'ai écrit un recueil de poèmes en prose sur la botanique lunaire. J'ai aussi écrit des poèmes sur la botanique martienne. Mais je n'ai même plus le titre de cet ensemble. Ça a fait des livres de luxe avec j'ai imaginé des espèces lunaires et il y a une artiste qui a dessiné ces espèces lunaires. Qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira une de mes espèces sur la Lune. Voilà. Alors, le semblable, le fossile, et puis, il y avait une troisième question là. La notion de langage, de concept, de la question parole du concept. Bon. Et d'écriture. Bon, alors, ça c'est... on s'imagine, évidemment, on s'imagine souvent que les hommes sont capables de notions, de généralités,
alors que les animaux ne sont pas capables de généralité. Et à ça, un philosophe du début du XXe siècle, très astucieux, qui s'appelle Bergson, a répondu, mais c'est tout à fait faux, ça. C'est l'homme qui est capable de distinguer un brin d'herbe d'un autre brin d'herbe. Tandis que la vache, elle ne s'intéresse qu'à l'herbe en général. Donc, vous voyez, on peut dire, les généralités, ça, c'est la situation de l'esprit animal. Et l'esprit animal est très peu capable donc de distinguer des individus. Il distingue des individus dans des relations sexuelles, sociales, etc. Mais sans ça, il va chercher de la viande, ou il va chercher de l'herbe. Et l'individualisation, c'est quelque chose qui se précise de plus en plus à l'intérieur de l'humanité. Alors, je fais la distinction entre la généralité, je dis, la vache mange de l'herbe, et puis le concept d'herbe. Le fait que la vache ne s'intéresse pas spécialement à la différence entre un brin d'herbe et un autre, ça ne veut pas dire que la vache est une notion claire dans sa tête, entre ses cornes, une notion claire de l'herbe. Non, l'herbe est un besoin général qu'elle reconnaît, évidemment, très très bien, et pourvu que ce soit de l'herbe, eh bien, c'est ça qui l'intéresse. Et alors, c'est l'homme qui, au bout d'un certain temps, est capable de distinguer l'herbe des autres végétaux, par exemple. Alors, évidemment, la vache ne va jamais confondre de l'herbe avec du bois. Ça sera pour elle quelque chose de profondément différent. L'herbe, ça l'intéresse. Et il peut y avoir d'ailleurs des herbes qui ne l'intéressent pas du tout, qui sont mauvaises pour elle, qui ont mauvais goût, etc., et qu'elle est capable de reconnaître. Mais l'homme est capable d'avoir un mot pour désigner cela, et puis il est capable de le manier d'une certaine façon. Par conséquent, vous voyez, selon la définition qu'on donne du mot concept, faire de la philosophie, c'est faire des définitions. Les mots que nous utilisons d'habitude sont des mots qui ont des significations, au fond, très, très variées. Nous sommes d'accord sur certaines significations, mais ça bave, si vous voulez, de toutes sortes de façons. C'est pourquoi nous avons tellement de difficultés à nous entendre, et surtout quand nous parlons des langues différentes, parce que aucun mot n'est traduisible dans sa totalité d'une langue à une autre. On peut trouver, les mots désignent tel objet, et on peut trouver dans une langue, en français, là je vais dire, appeler ça bouteille, eh bien, en anglais, je pourrais appeler ça bottle. Mais les deux mots ont d'autres significations dans chacune de ces langues, ce qui fait que il y a toujours des malentendus qui peuvent se glisser. C'est pourquoi les institutions internationales ont tellement de difficultés à fonctionner, c'est que les gens croient s'entendre alors qu'ils ne s'entendent pas. Ils se mettent d'accord sur un texte et ils le signent, et au moment de l'appliquer, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas signé ce qu'ils croyaient. Et donc, ça marche très très mal. Donc, alors, nous avons la notion de concept qui est lié étroitement à la manipulation de la généralité par l'intermédiaire du langage articulé, par l'intermédiaire des mots, mais nous avons évidemment, chez les animaux, nous avons toutes les racines de cela. Donc, l'opposition qu'on fait d'habitude entre l'homme qui est capable
de généralité et l'animal qui n'en serait pas capable, ça, c'est une erreur complète. Bon. L'animal, au contraire, s'intéresse d'abord à des généralités. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non? On amène un micro à une question qui va se poser là-haut. Pardonnez-moi. Oui, j'ai une question. Alors, on entend assez souvent que l'humanité a une crise de la... Pardon, excusez-moi, je suis sourd. Je vais traduire en langage. Voilà, je suis sourd, alors il faut me parler très distinctement. Je vais faire très court la question. S'il vous plaît, oui. Il semble qu'on est dans une crise de l'humanité, une crise Oui. complexe, et on dit aussi une crise de la pensée. Qu'aujourd'hui, la pensée est plus pauvre que dans d'autres moments de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée et pourquoi ce serait le cas? Je pense que nous sommes en effet dans une crise. Je ne suis pas le seul à le dire. Et que nous nous trouvons devant des problèmes extraordinairement complexes. Et nous nous trouvons devant des problèmes très complexes que nous ne savons pas du tout maîtriser. Nous ne sommes pas capables de raconter ce qui se passe en ce moment. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la découverte de l'Amérique. Voilà, il y a eu à ce moment-là une crise considérable, puisque tout ce qu'on avait pensé auparavant sur la disposition générale de la réalité, sur la planète Terre, à partir du moment où on a commencé à considérer que la Terre était ronde, eh bien tout ça s'est révélé complètement insuffisant. Et il a fallu plusieurs siècles pour que les choses se mettent en place. Eh bien nous sommes devant une crise de ce genre. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous utilisons des notions qui s'appliquaient à peu près au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et qui aujourd'hui ne s'appliquent plus. Alors, donc, nous avons beaucoup besoin d'écrivains pour nous raconter ce qui arrive. Des gens qui réussissent à raconter l'histoire, à nous montrer comment on peut raconter des histoires et l'histoire autrement que ce qu'on faisait autrefois. Beaucoup besoin de littérature, de poésie, naturellement. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Nous avons aussi beaucoup besoin de philosophie, de gens qui réfléchissent et qui nous donnent des définitions meilleures de toutes ces notions qui s'appliquent de plus en plus mal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pense moins qu'avant? Mais ça, je ne crois pas du tout. Non. Seulement, aujourd'hui, les choses sont tellement compliquées que nous ne savons plus ce que les gens pensent. Et nous ne découvrons pas ce qu'il y a de véritablement nouveau à l'intérieur de la pensée contemporaine. Oui, nous sommes toujours en retard avec la réalité, parce que l'information met toujours du temps à nous parvenir. Donc, nous pensons toujours avec le monde d'hier. Nous sommes toujours en retard, et donc les décisions que nous prenons auraient été bonnes si nous les avions prises à temps. Si nous les avions prises il y a 50 ans, alors les choses auraient marché. Mais malheureusement, 50 ans ont passé. Et nous ne comprenons pas exactement ce qui s'est passé pendant ces 50 ans. Alors, en ce qui concerne donc, la richesse de la pensée actuelle, je suis persuadé qu'il y a des quantités d'écrivains et de philosophes absolument passionnants qui travaillent en ce moment, mais que nous ne connaissons pas. Et nous ne les connaissons pas en particulier à cause de la
parmi cette crise que nous vivons, il y a une crise de l'information. Nous imaginons que grâce à nos merveilleuses machines, eh bien, nous connaissons mieux les choses qu'avant. Grâce à ces merveilleuses machines, nous pourrions connaître mieux les choses qu'avant. Mais malheureusement, il y a ce qu'on peut appeler une entropie. C'est-à-dire, il y a un bruit tel que les informations n'arrivent plus à parvenir jusqu'à nous. Il y a, si vous voulez, l'information se contredit elle-même, elle se détruit elle-même. Il y a tellement d'informations de toutes sortes qui nous arrivent par toutes sortes de moyens. Les journaux, la télé, aujourd'hui Internet, bien sûr, il y en a tellement que nous sommes absolument incapables de les maîtriser. Parce que dans ces informations, il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Il y a, oui, si on s'adresse en Internet, par exemple, pour avoir des renseignements sur certains domaines, dans certains cas, on a de bonnes réponses et dans d'autres cas, il y a de mauvaises réponses. Une fois j'étais au Salon du Livre de Saint-Étienne, il y avait un stand qui m'était consacré, et j'arrive et je vois une photographie. C'était la photographie d'un autre écrivain. Mais où avez-vous trouvé cette photographie? Ah, j'ai trouvé ça dans Wikipédia. Et alors, bon, évidemment, mon cas n'est pas du tout unique. Donc, dans des sources d'informations de ce genre, on a le meilleur et le pire. Et donc, on a de fausses informations, on a énormément d'erreurs qui sont charriées par ces moyens d'information. On a tellement d'erreurs, il y a tellement d'erreurs qu'il y a des choses qui n'arrivent plus à passer. Et puis, tout ça, ça fait du bruit. Et ce qui serait intéressant, nous n'arrivons pas à le connaître. Il nous faudra des années et des années avant de savoir ce qu'on pensait d'intelligent en 2013. Nous commençons à éclaircir un peu ce qu'on pensait d'intelligent en 1950. Alors il faudrait améliorer cela, bien sûr. Mais pour améliorer cela, il faut nettoyer toutes sortes de raisons de pollution de l'information. Oui. Je suis un grand amateur de papier. Je trouve que le papier est une des inventions les plus extraordinaires de l'humanité. Mais j'estime qu'aujourd'hui, on utilise trop de papier. Il y a nous rêvons tous d'une Europe où les choses fonctionnent, où les décisions soient prises à temps, où les gens s'entendent. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas, que nous sommes dans les premiers balbutiements d'une organisation européenne. Et un des problèmes de cette organisation européenne, c'est lié à sa nouveauté. La nouveauté, c'est qu'il y a plusieurs centres qui communiquent les uns avec les autres. C'est mieux que d'avoir un seul centre. Mais nous sommes encore sous le régime du papier administratif. Et par conséquent, pour aller de Strasbourg à Bruxelles, pour que les choses fonctionnent à l'ancienne, on a besoin de beaucoup de papier. Et alors, les papiers qui racontent ce qui s'est passé à Strasbourg doivent être transportés à Bruxelles. Et par conséquent, il y a des quantités de cartons remplis de papier, et ces cartons remplis de papier, on les met dans des camions, et il y a des trains de camions
qui vont transporter les papiers administratifs de Strasbourg à Bruxelles et naturellement de Bruxelles à Strasbourg. Et cela pour chaque séance. Évidemment, ça fait un coût gigantesque, cela dépense un temps gigantesque, et cela fait que, ne serait-ce que ce détail, fait que les décisions européennes ne peuvent être prises au bout de plusieurs mois ou même plusieurs années. Et pourtant, aujourd'hui, on a des moyens de transporter l'information sans papier. Seulement, ce n'est pas encore les habitudes des administrations et surtout des gouvernements. Et par conséquent, on a besoin encore de transporter perpétuellement des tonnes de papier qui, en général, ne seront même pas lus, et puis qu'il faudra ensuite détruire avec des machines, parce qu'on a inventé des machines à détruire le papier. Et donc, il faudrait rendre le papier à sa destination véritable, qui est d'être le support de l'information, de la véritable information et de la poésie. Et puis, Internet pourra permettre aux gens de Strasbourg de comprendre ce que l'on a dit à Bruxelles. Et alors, plus de camions. Évidemment, ça ne plaît pas aux fabricants de camions. Encore une question, et puis pause. Non, plus de questions. Bon, merci. J'écris des octosyllabes, par exemple, parce que j'aime beaucoup ça. C'est le vers par excellence de la chanson française. Et moi, j'adorerais qu'on chante mes poèmes. D'ailleurs, ça commence. Mais ça commence. En tout cas, il y a de la musique déjà. Oui, il y a des chants. Nous avons entendu un concert il n'y a pas si longtemps. Ah oui, mais ça, c'est encore... De jazz, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Vous allez nous en parler aussi. Alors, donc, maintenant j'ose me déclarer comme... Donc, ça veut dire que la relation avec les artistes et les plasticiens vous a donné une liberté, vous a donné une assurance, vous a ouvert un espace d'écriture que vous n'aviez pas osé ouvrir jusqu'à maintenant. Ça m'a ouvert beaucoup d'espaces d'écriture. C'est ça qui était tellement formidable pour moi dans cette collaboration avec les peintres, c'est que chaque peintre chaque musicien, je peux dire aussi, parce que j'ai collaboré avec des musiciens, avec des photographes, et puis ça continue. Et chacun était un monde différent. Vous voyez, c'était... et dans mon château intérieur, si j'ose dire, eh bien, chacun ouvrait une chambre différente que je n'aurais jamais trouvée sans lui. Et ils m'ont obligé à trouver des choses différentes, des choses que, non, je n'aurais jamais été capable d'écrire ça tout seul. Voilà. Parce que j'ai toujours essayé de faire parler les gens. Oui, dans les romans, on fait parler les gens. Et j'ai essayé, après ça, de faire parler la peinture, ou de faire parler la musique. Et il y a deux choses différentes. Il y a faire parler le peintre. Il y a des peintres qui sont très bavards, qui sont très diserts, qui parlent très très bien, qui sont même des écrivains, de très bons écrivains. Je pense à Delacroix ou à... Et il y en a d'autres qui sont très renfermés et ils ont un peu besoin d'un intermédiaire pour parler de leur peinture. Mais alors ça, c'est une chose. Donc, faire parler le peintre ou faire parler le musicien. Et puis, c'est encore autre chose de faire parler la peinture. De faire parler les œuvres du peintre ou les œuvres du musicien. Et bon, c'est ça que j'essaie de faire. Quand je fais un livre d'artiste, il y a
très souvent, il y a des images qui sont là déjà, et il faut trouver un texte qui aille avec ces images de telle sorte que on voit les images différemment et on lise le texte différemment. Et donc, oui, j'ai collaboré avec 200 artistes peut-être. Eh bien, ça m'a fait 200 chambres nouvelles à l'intérieur de mon château. Mais est-ce que ça veut dire aussi, parce que c'est la poésie, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la voix de la poésie qui vous permet de travailler avec l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment le langage de la poésie pour aller vers l'autre? Parce que c'est moins contraignant, parce que c'est plus... Ah, mais je ne sais pas si c'est moins contraignant. Enfin, je veux dire contraignant dans le sens où c'est pas il n'y a pas des contraintes narratives, par exemple, comme dans le roman. C'est plus question de langue. Il s'agit de trouver les mots, de trouver la langue, un lieu de communication, disons. Vous voyez, dans la poésie, et c'est même ce qui distingue la poésie, il y a des contraintes. C'est un langage qui est particulièrement surveillé, celui de la poésie. Il y a des contraintes qui sont ce qu'on appelle la prosodie. Et des règles qu'on suit pour faire des vers, et la prosodie française est complètement différente de la prosodie anglaise, par exemple. Il y en a une qui est basée sur le nombre des syllabes, l'autre qui est basée sur le nombre des accents, donc c'est tout à fait différent. Et à l'intérieur des romans, j'avais essayé de trouver des formes qui soient un équivalent de la prosodie. Et dans le travail avec les peintres, alors, si vous voulez, j'ai essayé de trouver à l'intérieur de leurs images des incitations prosodiques. C'est-à-dire, non seulement je cherchais des mots pour décrire telle ou telle image, et oui, il y a des images qui tout de suite vous suggèrent certains mots. Par exemple, il peut y avoir une peinture, il y a tout de suite le mot arbre qui vous vient à la tête, ou le mot femme, ou le mot triangle. Et pour moi, que ce soit une femme, un arbre ou un triangle, c'est le même problème. C'est très ce sont ces trois objets très très intéressants différemment, mais très très intéressants. Alors, donc il y a des peintres à triangle, il y a des peintres à arbre, il y a des peintres à femme. Oui. Et donc, premièrement, il s'agit pour moi de trouver des mots pour décrire ces formes qui apparaissent dans les images. Mais je cherche encore autre chose. Je cherche une incitation prosodique. C'est-à-dire, je cherche à comprendre de quelle façon les images sont produites. Et c'est cette façon de produire les images que j'essaie de mimer d'une certaine façon, avec des traductions très complexes souvent, que j'essaie de mimer d'une certaine façon pour moi-même produire quelque chose qui aille avec ces images. Donc, le texte par rapport à l'image, bon, il y a toujours un certain élément descriptif. Et puis, il y a un élément de don de la parole. Je suis en face de l'image, et puis je cherche à dire à quelqu'un d'autre comment je peux distinguer cette image d'une autre. Et puis, il y a aussi, ces images me parlent. Et alors, j'essaie d'écouter cette voix qui sort des images et la disposer de telle sorte qu'on l'entende le mieux possible. On pourra toujours me dire, mais vous entendez ça dans telle image, mais tel autre,
entendra quelque chose de différent, et ça naturellement. Et je ne demande qu'à provoquer l'écoute et le discours de quelqu'un d'autre. Je ne veux que donner des espèces d'exemples, d'échantillons de ce que l'on peut faire, de la façon dont on peut animer un ensemble de peintures ou une musique ou une photographie. Oui, d'ailleurs, dans votre œuvre, si on suit la chronologie, un peu la chronologie, on voit bien comment les textes se complexifient de plus en plus, parce que vous travaillez effectivement des formes, vous multipliez les voix, qui deviennent des oratorios, qui deviennent des fugues, enfin vous aimez beaucoup tout ce travail aussi sériel, et c'est vrai que je vois très bien comment, pour vous, la poésie, c'est le lieu des gestes de création et de transmission, comme vous disiez, parce que toujours on a aussi ce sentiment que vous faites passer quelque chose dans la rigueur que la langue poétique oblige à trouver. Bon, ces textes poétiques faits en présence des peintures, eh bien, ils me libèrent. Mais ils me libèrent à cause de ces contraintes qui sont maîtrisées. Je me suis toujours demandé pourquoi les poètes d'autrefois écrivaient des alexandrins ou des sonnets. C'était pas simplement c'était pas simplement parce que c'était la mode autour. C'est parce que ça leur apportait quelque chose d'absolument essentiel. Et bien c'est ça, naturellement, que je cherche et que je trouve dans la collaboration avec ces peintres. Alors là, j'ai pris naturellement l'exemple du livre d'artiste, par exemple, dans lequel il y a déjà les images, et puis ensuite, moi, j'introduis mon texte à l'intérieur. Mais il y a évidemment toutes sortes d'autres exemples, et il y a beaucoup de textes qui ont été utilisés par des artistes pour faire des œuvres qui les intéressaient, parce qu'ils pensaient qu'avec ce texte-là, ils pouvaient faire un ensemble qui avait une certaine vie, une certaine nouveauté. Donc, il y a les mouvements des deux côtés. Hein. Il y a des mouvements qui sont tout à fait réciproques. Et puis, il peut y avoir des œuvres qui sont faites avec des dialogues plus ou moins compliqués. Bon, mais je peux résumer, si vous voulez, dans le fait de la production du texte à partir de l'image. Et c'est quelque chose qui est très ancien, naturellement, mais qui est en contradiction avec une tradition occidentale. Parce que dans la tradition occidentale, on est les chrétiens, les juifs, les arabes aussi, les musulmans. Bon, ce sont trois civilisations du livre. Et ce sont trois civilisations qui sont fondées sur un livre fondamental, sur un texte fondamental, et ce texte est rassemblé sous la forme d'un livre. Bon, la Bible, ça veut dire livre. Et pendant très longtemps, ces livres fondamentaux ont été considérés comme le cœur de la société. Et tout le reste étant secondaire, et secondaire par rapport à ce noyau, et tout le reste devant servir à l'exaltation, en quelque sorte, de ce noyau. Alors, il y a le noyau biblique, ou dans l'Occident chrétien, le noyau liturgique, hein, le texte de la Bible, le texte des évangiles, mais aussi le texte de la messe, etc. Puis autour de ce noyau, alors on peut ajouter des commentaires et ainsi de suite, et on peut aller très loin jusqu'à se remettre à interroger la littérature païenne pour résoudre certaines questions que posent ces textes, etc. Et puis,
il y a alors là-dedans, on est entièrement dans le domaine du texte. Mais dans le livre, le texte se présente comme quelque chose de visible. Et donc, le texte lui-même devient un objet d'art, sur lequel on va faire un travail pictural. Par exemple, on a des manuscrits magnifiques dans lesquels il n'y a que du texte, mais ce texte, par exemple des manuscrits carolingiens, le texte est écrit en or sur un fond pourpre. C'est quelque chose de tout à fait splendide. Et puis, on va pouvoir orner certaines lettres, par exemple les initiales. Et à l'intérieur de ces initiales, il y a quelques personnes, des animaux qui vont apparaître, des personnages, et ça va devenir de véritables illustrations, etc. Donc, peu à peu, autour de ce texte fondamental, va fleurir tout un jardin extraordinaire d'images. Bon, donc, ce sont des images qui sont toutes issues du texte fondamental. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation de l'image, on peut dire, et alors, bon, les images demandent des légendes, c'est-à-dire des textes explicatifs, et les images vont produire maintenant du texte. Il y a quelque chose qui s'est renversé. Et que vous avez travaillé notamment dans l'illustration, puisque vous avez pris le sens inverse, et que illustration, le titre illustration, ce ne sont que des textes que vous avez repris à partir de textes faits avec des artistes. En général, oui. Alors, les images des artistes ont été ensuite enlevées, mais étonnamment, elles continuent à travailler. Et c'est du texte qui illustre du texte. Enfin, vous parlez de texte qui ruisselle, vous parlez de texte qui respire. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que vous avez justement cherché à faire dans ces illustrations? Il y a 4 volumes, n'est-ce pas? Chaque fois, les choses se complexifient aussi. Eh bien, oui, j'ai joué sur le mot illustration en rassemblant. Bon, ça a été ma première publication de texte poétique, on peut dire ça. Après mon enfance. Alors, illustration, c'est le rassemblement de textes faits à partir de peintures ou de monuments. Parce qu'il y a dans ce livre des textes qui sont repris de livres d'artistes, par exemple Rencontre, dont je parlais tout à l'heure, ou Litanie d'eau. Et puis, mais il y a aussi le texte de la cathédrale de l'automne. Ce texte a été fait pour des photographies dans un journal illustré de cette époque-là qui s'appelait Réalité ultérieure. Et on m'avait demandé de faire quelque chose avec un photographe qui est mort maintenant, qui s'appelait Gilles Herman. Et j'ai suggéré de faire quelque chose sur la cathédrale de Laon, parce que j'avais envie de voir la cathédrale de Laon. J'avais envie de la voir parce que il y a un document extraordinaire à propos de cette cathédrale. Il n'existe que pour cette cathédrale. C'est un carnet de dessins. Et nous avons encore aujourd'hui un carnet de dessins de l'architecte de la cathédrale de Laon qui s'appelle Villard de Honnecourt. Et un des aspects les plus remarquables de la cathédrale de Laon, c'est que sur la façade, il y a des bœufs, tours, et il y a des têtes de bœufs, ou de taureaux, parce qu'on ne voit que les têtes. Bon, alors, des têtes de bovins qui sortent, c'est quelque chose d'unique. Ça fait que c'est une cathédrale qui est presque un temple païen. Alors, j'avais envie de voir ça. Et on a fait ça, et j'ai fait un texte pour ce journal illustré, de grand tirage, et en mettant le texte dans une typographie un peu particulière.
ça s'est très bien passé, les gens étaient très contents. Alors j'ai repris ce texte dans Illustration, par exemple. Alors, donc c'est des textes qui avaient été faits pour aller avec des images, et il s'agissait de voir ce qui en restait lorsqu'on enlevait les images. Et il a fallu d'ailleurs, en général, les transformer quelque peu pour qu'ils puissent jouer autrement, pour qu'une partie du texte puisse être considérée comme une illustration d'une autre partie du texte. Et puis après ça, c'est devenu peu à peu un peu plus compliqué. Et toujours, ça a été des reprises de textes faits pour des artistes ou pour des musiciens. Je rappelle aussi qu'il existe un film sur la cathédrale de Laon, Oui. que vous avez fait, et qui est une visite, en somme, Oui. de l'architecture, et Oui. où vous racontez l'histoire de la cathédrale de Laon. Et donc, je vous conseille de voir ce film, parce que Michel Butor au cinéma, c'est aussi très bien. Alors, pour revenir à la poésie, finalement, la poésie, c'est le géant de ces œuvres, au fond, puisque ça vous a tout le temps accompagné, et qu'on comprend bien que même lorsque vous avez travaillé le roman, c'était des gestes poétiques, on était déjà dans la contrainte poétique. Il y a aussi, et là, c'est une poésie que vous faites notamment depuis pas mal d'années déjà, je pense à un recueil comme Au jour le jour, c'est-à-dire une poésie qui est une poésie du quotidien, une poésie qui accompagne des moments de la vie, qui est un peu les heures et les jours, les travaux des jours, où vous pouvez nous parler aussi bien des rites de la vieillesse, de la lessive de Marie-Jo, de la marche, de la description de la montagne quand vous faites une promenade. Donc il me semble que là c'est encore autre chose, disons que c'est un autre aspect de la poésie qui est souligné là, comme si au fond vous nous disiez que nos gestes les plus banals sont poétiques, même si nous l'avons oublié, même si nous ne prenons pas le temps de le voir. Oui. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de vision du monde que vous voulez nous transmettre ainsi, ou nous donner à voir? Les gestes les plus ordinaires, il faut les regarder autrement. Je me souviens lorsqu'a été publiée la première traduction de la modification en anglais. Il y a un critique anglais qui a dit, mais voilà, ce monsieur nous décrit soigneusement un wagon de 3e classe. Pourquoi? Tout le monde sait très bien ce qu'est un wagon de 3e classe. Pas du tout, on ne sait pas, on ne l'a jamais regardé. Évidemment, d'abord, aujourd'hui, les wagons de 3e classe n'existent plus. Et puis, de toute façon, les wagons de seconde classe sont complètement différents de ce qu'étaient les wagons à cette époque-là. Et surtout, du fait justement qu'on les utilise très souvent, on ne les regarde pas. Et donc, il faut regarder ces objets qu'on croit connaître et qu'en réalité, on ne connaît pas. Alors, dans le quotidien doit être regardé d'une façon nouvelle. Et ce qui est, pour bien voir ce qui est tout proche de nous, pour bien regarder ce verre en plastique, eh bien, il faut faire le tour du monde, il faut explorer l'histoire entière, et on devient capable de voir des choses que l'on n'aurait jamais remarquées autrement. Alors ça c'est un exercice qui me passionne. En ce qui concerne cette poésie au jour le jour, alors ça c'est une région de mon ordinateur. Parce que je suis passé au XXIe siècle. J'ai un ordinateur. J'ai même eu, avant la fin du XXe siècle. Et à partir du moment où j'ai eu un ordinateur, j'ai pu corriger encore bien plus mes textes qu'avant. Parce que, avec le traitement de texte, donc, on peut raturer 15 fois, autrefois, quand on avait besoin de recopier à la main ou de recopier en tapant toute la page, eh bien, après une dizaine de recopiages, on commençait à en avoir assez. Tandis que maintenant, avec les ordinateurs, donc on peut corriger. Ça. Et alors, moi je suis quelqu'un de la correction. Alors, je m'en donne
je m'en donne à cœur joie. Mais, alors il y a ça, mais il y a aussi un fait très très important. C'est que l'ordinateur a une mémoire et qu'on peut agrandir. Et donc, les textes que j'ai écrits depuis que j'ai un ordinateur, je peux les retrouver tout de suite. Ceux que j'ai écrits avant d'avoir un ordinateur, je ne puis les retrouver que dans leur publication. Et c'est évidemment beaucoup plus... ça fait une manutention beaucoup plus lourde, c'est très compliqué. Et alors, il y a une région de mon ordinateur qui s'appelle Poésie au jour le jour, à l'intérieur de laquelle j'amasse tous les textes que je fais pour les artistes, les musiciens, etc. Et donc, ça fait une stratification. Alors, il y a une partie des textes de poésie qui étaient dans Poésie au jour le jour, ont servi à constituer un certain nombre des recueils qui ont été republiés dans le tome 12 des œuvres complètes. Mais il en reste beaucoup d'autres. Et puis, je continue à remplir ça. Alors, je fais il y a des dossiers qui ont à peu près une centaine de pages, et j'en suis au 59e dossier. Alors ça fait une réserve de texte énorme. C'est pour ça que Les œuvres complémentaires vont dépasser les œuvres complètes. Non. Je médite de publier à la fin de l'année le premier volume des œuvres complémentaires et qui évidemment viendront avant tout de cette réserve Poésie au jour le jour. Vous parlez de technologie. Vous disiez que vous avez eu un ordinateur avant le XXe siècle. Moi, je crois que vous avez eu un ordinateur avant l'ordinateur. Parce que ce qui me frappe dans la manière dont vous travaillez la poésie, c'est que vous avez toujours été en avance sur ce qui est devenu ensuite technologique. Je regarde Mobile, un ordinateur l'aurait fait, mais vous l'avez fait bien avant, et beaucoup d'autres livres comme cela. Votre Faust, on parlait de votre Faust hier, votre Faust aujourd'hui avec l'Internet, disons, puisque c'est enfin vous allez l'expliquer mieux que moi, mais disons que c'est quelque chose de radiophonique très, très mondial, oui. Et qu'aujourd'hui avec Internet on le ferait très bien, vous l'avez fait à une époque artisanale. Oui. Donc il me semble qu'à tout moment, la poésie vous a aussi porté à inventer des formes avant même qu'on ait les moyens, c'est-à-dire de façon artisanale. Quand j'ai écrit Mobile, j'aurais beaucoup aimé disposer d'un ordinateur. Seulement Mobile est un très vieux livre. Ça a été publié en 1962, vous voyez ça fait 50 ans. Mobile a déjà 50 ans, c'est fou. C'est l'ancêtre de l'ordinateur. Ouais. Et alors j'aurais bien voulu disposer d'un ordinateur. Mais les ordinateurs de cette époque-là étaient des machines extrêmement volumineuses parce qu'elles produisaient beaucoup de chaleur. Alors on avait besoin d'avoir des circuits de refroidissement. Et puis, c'était des machines très, 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 très lentes. Parce que, et ça, on a complètement oublié ça maintenant. Parce que l'information, on faisait entrer l'information à l'intérieur de l'ordinateur par l'intermédiaire de cartes, de petits cartons, la taille des billets de chemin, qui avaient la taille des billets de chemin de fer actuels. Donc des petits cartons qui étaient perforés. Et toute l'information passait par les trous de ces... Comme dans les métiers à tisser jacquard. Et une page de texte, ça donnait une pile de cartons de cette hauteur-là. Alors on a commencé, à l'époque déjà, on a commencé à faire des études littéraires, c'était à Besançon, là-dessus, mais c'était très long, très très difficile. Et naturellement, un profane comme moi ne pouvait pas disposer de ce genre de machine. Mais dans Mobile, j'ai cherché
les noms de lieux qui se reproduisaient d'un État à l'autre des États-Unis. Parce que j'avais été très frappé, lors de mon premier séjour aux États-Unis, j'avais été très frappé par les noms, par le fait que lorsqu'on se promène, par exemple, lorsqu'on se promène dans le Middle West, on est en voiture, on est dans l'état de Ohio, par exemple, et puis on continue, et on rencontre la ville de Springfield. Et puis, on continue, on arrive dans l'état d'Indiana, et au bout d'un certain temps, on rencontre la ville de Springfield. Et puis ensuite, on arrive dans l'état d'Illinois, et puis on rencontre la ville de Springfield. Tiens, quand même, il y a quelque chose d'intéressant là. Donc, j'ai pris des atlas routiers américains et j'ai essayé de trouver donc ces concordances de noms de lieux. Ça m'a demandé un travail considérable. Aujourd'hui, avec un ordinateur, ce serait tout simple. Ça serait fait en 2 jours. Ce que j'ai mis 2 mois à faire, ça serait fait. Oui, mais ça ne serait pas du tout pareil. Quoi ? Ça ne serait pas du tout pareil. Parce que tout en cherchant ça, vous avez trouvé plein d'autres choses, vous avez fait oui, plein de bien voyages. sûr. Donc, Oui, ça, c'est tout vrai. ce travail artisanal est très important dans la Mais poésie. c'était très artisanal. Et alors, c'est cette méditation sur l'ordinateur antérieur, sur l'ordinateur préhistorique, on peut dire, c'est ça qui m'a amené à un poème que j'ai fait pour une amie, qui est une artiste russe avec qui j'ai fait des livres, qui est une grande artiste du livre, qui s'appelle Ania Staritsky, et un de nos amis, un poète qui était éditeur aussi, Gaston Puel, lui a demandé de faire un livre avec moi. Et donc je l'ai vu, et elle m'a dit, voilà, qu'elle aimerait faire un livre avec des trous. Et elle travaillait avec des papetiers artisanaux et qui pouvaient prévoir des trous à l'intérieur de la feuille. Et les trous dans le papier, ça m'a immédiatement fait penser aux ordinateurs de l'époque. Parce que, à travers les trous, elle voulait que les images changent. À l'intérieur d'une image, on pouvait apercevoir une image, un morceau de l'image de la page suivante. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment intéressant. Et puis, le trou dans le papier, ça m'a suggéré des rêveries érotiques. Non. Alors j'ai fait un texte qui s'appelle Une chanson pour Don Juan, c'est-à-dire un poème dans lequel il y a des femmes qui paraissent indéfiniment. Et j'ai pas pu réaliser ça dans le livre avec Gaston Puel, dans le livre chez Gaston Puel. Il y a bien des trous, mais le texte ne joue pas avec les trous. Mais le texte a été fabriqué avec une espèce de mini-ordinateur en papier que je me suis fabriqué moi-même. J'ai fait un ensemble de cartes. Il y avait 20 cartes recto-verso, chaque carte divisée en 3 lignes, et chaque ligne divisée en 3 espaces. Ça fait 30 espaces. Et il y a un tiers de ces espaces qui est trouvé. Et dans chaque espace, il y a un mot ou un groupe de mots, avec un prénom féminin à une place stratégique au centre. Et alors, ces cartes donc, sont utilisées recto verso, et je me suis arrangé naturellement pour que ce ne soit jamais symétrique, et que donc, quand on retourne la carte, on a une autre forme. Et le texte est produit par ces cartes, c'est-à-dire que on empile les cartes, on lit ce qui est sur la première
page ou carte, et puis à travers un trou, un adjectif par exemple qui est sur la seconde carte, et puis s'il y a un trou, bon, il peut y avoir deux trous superposés, etc. Et en jouant avec ces cartes, donc on peut produire un nombre de strophes déjà tout à fait impressionnant. Et évidemment, si on introduit de nouveaux éléments à l'intérieur de la structure, alors on peut avoir vraiment un nombre infini de possibilités. Et donc, c'était pour jouer. Donc, ça m'a tout de suite fait penser au thème de Don Juan, à cause du catalogue dans le Don Juan de Mozart, donc le thème des 1000 lettrés. Hein, bon. Et là, je pouvais avoir beaucoup plus de 1003. Non, mais c'est tout à fait extraordinaire de vous entendre parler parce qu'on voit les choses en même temps concrètement. Enfin, vous avez un rapport très, très concret, très, très physique, très manuel à la poésie, et en même temps, évidemment, tout le travail dans la langue et tout ce que ça implique comme image, comme vision que vous faites surgir. Et alors après ça, il y a eu un jeune éditeur qui est mort maintenant et qui a eu l'idée de publier ces cartes. Et alors ça a fait un petit livre très joli, qui a été agrémenté d'une affiche de Pierre Alechinsky, et qui s'appelle Matériel pour un Don Juan, dans lequel il y a ces cartes qui sont reproduites alors en petit, et on peut jouer avec. Et il y a un petit livret avec une partition verbale de Jean-Yves Bosseur, et dans chaque exemplaire, il y a un appeau, c'est-à-dire une espèce de petit sifflet qui sert à attirer, qui servait pour les chasseurs autrefois à attirer les oiseaux. Et ensuite, un de mes étudiants à Genève, qui était très porté sur l'informatique, a voulu faire un logiciel avec ce poème. Il a travaillé et il a rencontré une difficulté. C'est que dans le jeu de cartes qui avait été fait, il y avait une erreur. Et il a réussi à identifier l'erreur. Et donc maintenant, son logiciel fonctionne admirablement. Donc j'ai un exemplaire de ce logiciel, et si je m'ennuie beaucoup, je peux faire défiler les conquêtes de Don Juan. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit très bien comment, quand on parle d'œuvres complètes avec vous, c'est d'une vanité incroyable, parce que, évidemment, il y a les textes qu'on a réunis dans les 12 volumes, mais il y a tous ces objets-livres et tous ces avatars d'objets qui fait que vous êtes entouré, d'ailleurs, chez vous, c'est pas un musée parce que c'est vivant. C'est un katana. Je ne sais pas dire. Et je veux dire, c'est extraordinaire parce que c'est vivant. C'est vivant, sont des objets, oui. sont des objets qui bougent. C'est vivant parce qu'en effet, les objets bougent tout le temps. Mais c'est d'où l'extraordinaire difficulté pour les trouver. Oui. Alors peut-être, je crois qu'on a peut-être même dépassé l'heure. Moi, je n'ai jamais d'heure, mais vous qui l'avez. Ah oui, on a dépassé l'heure depuis juste, longtemps. je voudrais terminer. Il faut qu'on puisse manger. Il faut qu'on puisse casser une petite croûte avant que... Mais je voudrais simplement dire, vous êtes parti finalement d'études de philosophie. On a oublié de le dire. Et en fait, vous n'avez fait que de la poésie, on a compris. Oui. Enfin, vous avez fait de la poésie. Et je pense que finalement, vous avez peut-être vous montré par votre parcours que peut-être la plus profonde des philosophies, c'est la poésie. Qu'en pensez-vous? Certainement, bien sûr. Mais ça n'empêche pas... Il faut faire de la philosophie. Ça n'empêche pas que la philosophie peut être un excellent commentaire de la poésie, comme nous l'ont bien montré les philosophes grecs. Absolument. On va s'arrêter là. Voilà. Je vous remercie.